Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Viviane Lalande, dont le CV est très étoffé malgré l'âge conférentiel. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en génie mécanique et conception, elle a obtenu sa maîtrise en sciences appliquées en génie biomédical et elle est depuis 2014 candidate au doctorat en génie mécanique, dont le sujet est, tenez-vous bien, conception et évaluation d'un prototype de modulation cyclique de la croissance des vertèbres pour le traitement sans fusion de la scoliose idiopathique adolescente. Ça, je vous rassure, hein? En plus d'être enseignante du cours de mécanique pour ingénieurs et d'avoir été chargée de cours à l'École polytechnique de Montréal, elle assure depuis 2013 la supervision d'étudiants au baccalauréat. Elle est rédactrice de capsules web du Centre des sciences de Montréal, animatrice, réalisatrice, monteuse de vidéos de vulgarisation scientifique, assistante scientifique de l'émission de TV Génial à Télé-Québec. Bref, je ne sais pas comment elle a trouvé une place dans son agenda pour venir nous entretenir des aimants pour guérir le cancer. Mais nous sommes très heureux de l'accueillir à Chambly. Mesdames et messieurs, Mme Viviane Lalande. Bonjour à tous, merci d'être là. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Ouais, ok. Donc, je vais vous donner cette présentation aujourd'hui sur le guidage magnétique. C'est la première fois que je donne cette présentation. Je l'ai montée spécialement pour vous. Et c'est pour ça que je suis en train de la filmer. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une caméra, c'est juste pour moi, pour mes archives. Je ne suis pas sûre que je vais la donner une deuxième fois. Donc, je veux garder une trace qu'elle existe. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'enregistrer. Mais on ne vous voit pas, on voit que moi et la présentation, si jamais vous aviez des inquiétudes à ce sujet. Donc, cette présentation, avant ça, il a déjà fait la majorité de la présentation, mais vous avez déjà entendu que je suis française, à mon accent. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en génie mécanique en France. Donc, moi, je suis vraiment ingénieur. Je ne suis pas du tout médecin. Donc, on va parler du cancer, mais côté ingénieur, mais pas du tout du côté médecin, parce que j'y connais rien. Et donc, je suis venue au Québec il y a 8 hivers de ça, pour faire... Je trouve que c'est plus réaliste de compter en hiver, donc je compte en hiver. Et donc j'ai fait ma maîtrise en génie biomédical au laboratoire de nanorobotique à Polytechnique Montréal. Et je vais vous parler surtout de cette expérience-là. Après, je suis allée travailler comme une grande personne. Et finalement, je suis revenue aux études et je suis en train de faire mon doctorat. Mais on ne va pas du tout parler de mon doctorat, si ce n'est juste pour vous dire donc, que je travaille sur la colonne vertébrale. Et en parallèle de ça, donc, je produis beaucoup de vidéos de vulgarisation scientifique. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai été contactée pour venir ici, pour vous parler de mon expérience dans mon premier laboratoire et puis en utilisant un petit peu mes compétences de vulgarisation, du moins j'espère. Donc voilà, on va commencer tout de suite par comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui l'innovation en médecine. Et de ce que je vois, de ce que j'ai vécu dans tous les laboratoires où j'ai été, c'est qu'on est en train de travailler dans un duo ingénieur-médecin. C'est-à-dire que les médecins, de leur côté, ils ont besoin de technologie, ils ont besoin de techniques pour avancer un petit peu plus loin. Et nous, de notre côté, si on développe nos techniques, il faut qu'on nous dise si c'est viable ou pas. Parce que souvent, le médecin, lui, il a une vraie conscience du patient. Il a une vraie conscience de, oui, ta technologie, peut-être qu'elle marche, mais le patient, il ne va pas l'accepter. Et juste ça suffit à justifier qu'une technologie n'ira jamais sur le marché. Donc c'est vraiment un duo qui est très utile. Dans ma maîtrise, je travaillais avec un chirurgien. Dans mon doctorat, je travaille toujours avec un chirurgien, un autre, vu qu'on n'est plus dans le même sujet. Et donc c'est vraiment l'interconnexion des deux qui va permettre d'amener à de nouvelles innovations. Et donc ça fait de nous des gens très pluridisciplinaires. On n'est pas des experts comme vous avez souvent dans les sciences fondamentales, vous avez quelqu'un qui s'y connaît extrêmement bien en mécanique quantique. Nous, on va plutôt balayer plusieurs champs pour arriver à les interconnecter et essayer de faire une technologie médicale avec les médecins. Donc, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça vient du laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal, qui est dirigé par le professeur Sylvain Martel, qui est ici. Et toute l'équipe, ça c'est l'équipe de quand moi j'y étais, donc on était quand même assez nombreux. Et je vais vous parler certainement d'environ la moitié des projets de ces personnes-là. Mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles vont toutes dans la même direction, qui est on veut soigner le cancer. Et ça vient de notre directeur de recherche qui a eu son père qui est décédé du cancer. Et à partir de ça, il a voulu faire quelque chose. Et lui-même est ingénieur en électrique.
Et donc, il s'est intéressé à comment est-ce qu'on soigne le cancer. Et une des technologies qui est en ce moment employée, c'est d'utiliser la chimiothérapie. Il y a aussi la radiothérapie, il y a tout un tas de techniques, mais la plus répandue, c'est la chimiothérapie actuellement, donc où on envoie des médicaments, et ces médicaments vont dans les vaisseaux sanguins, et ils sont toxiques pour les cellules. Ils sont toxiques pour les cellules malades, mais ils sont aussi toxiques pour les cellules saines. Et c'est là tout le problème de la chimiothérapie. Elle marche, mais elle tue des cellules saines aussi, et donc ça affaiblit énormément la personne, et parfois on ne peut pas mettre assez de drogue, assez de médicaments pour tuer complètement la tumeur, parce que sinon c'est tout le corps qui y passe. Donc c'est ça la difficulté de la chimiothérapie. Oui? Les cellules saines se reproduisent? Est-ce qu'elles se reproduisent? Et que les cellules qui sont tuées par la toxicité de la chimio, elles se reproduisent? Alors on demande si... Elles se reproduisent comment? Parce que je veux dire... Alors, on me demande si les cellules qui ont été tuées par le médicament se reproduisent. Non. Si elles ont été tuées, c'est qu'elles ont été tuées. Que ce soit des cellules saines ou des cellules cancéreuses aussi, quoi qu'il arrive. Donc ce médicament-là, il a cette limite qui est qu'il s'attaque à tout sans distinction. Et donc c'est tout le choix du laboratoire, ça a été de dire, ce médicament-là, on ne veut plus l'envoyer dans la circulation sanguine comme ça, à tout va, puis il y a toutes les cellules qui vont être touchées. On veut l'envoyer juste à la tumeur. Et ça, c'est tout un défi. Il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'autres méthodes qui sont développées, mais aujourd'hui, c'est vraiment la clé de faire fonctionner cette chimiothérapie de façon beaucoup plus efficace, c'est d'arriver à cibler. On veut aller juste dans la tumeur, et c'est tout. Et donc, tout le laboratoire va s'intéresser uniquement à ça, à cibler la tumeur. La problématique, c'est que, donc on passe par les vaisseaux sanguins, et les vaisseaux sanguins, c'est petit quand on se rapproche de la tumeur. Donc, ça veut dire que si on veut contrôler pour aller cibler, il faut être capable de diriger notre médicament. Et si on le dirige, ça veut dire que dedans, il y a une batterie, il y a un moteur, il y a un contrôleur, il y a tout un tas d'appareils, parce qu'on ne peut pas diriger à partir de rien. Il faut le diriger d'une certaine façon. Et tout ça, avoir la batterie, le moteur, le contrôleur et le médicament dans un truc qui fait moins de 1 mm, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Peut-être que dans 20 ans, on saura faire, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, ça veut dire que il y a toute une partie, tout ça, il faut trouver un moyen de l'externaliser. Il faut trouver un moyen que ce ne soit pas à l'intérieur des vaisseaux sanguins et qu'on arrive à diriger le médicament tout en contrôlant de l'extérieur. C'est ça le défi, finalement, d'arriver à cibler. Et donc, comment est-ce qu'on peut appliquer une force à distance ? La force à distance qu'on connaît le plus, c'est le magnétisme. Vous le voyez, vous approchez votre aimant du frigo, tout seul, il va vouloir y aller, alors même qu'il n'y a aucun contact. Donc c'est vraiment une force qui se fait à distance. Donc c'est pour ça qu'on se dit, ok, si on applique un champ magnétique qui va pouvoir guider notre drogue, on va peut-être pouvoir cibler notre tumeur. Donc tout le laboratoire se base uniquement sur le magnétisme. Uniquement. Ça va être notre force principale d'action. Et dans les hôpitaux, il y a déjà un appareil qui est rempli de magnétisme qui s'appelle l'IRM, imagerie par résonance magnétique. J'imagine. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'un scanner IRM en levant la main? Non, hein. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est un gros donut qui ressemble à ça et qui est donc déjà disponible dans les hôpitaux. Et si vous avez déjà passé un scanner, on vous dit en rentrant, il faut que vous enleviez tout ce que vous avez de métallique sur vous. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un gros aimant et ça attirerait tout ce que vous avez de métallique sur vous vers l'aimant si jamais ça arrivait. Et ça, c'est l'IRM de notre laboratoire. On a la chance d'avoir un laboratoire qui a un IRM dédié juste pour nous. Il n'y a pas de patients, de toute façon, on n'a pas de médecin pour accueillir les patients, donc on n'est que des ingénieurs. Et on a un IRM, et moi j'ai passé 2-3 ans la tête dans l'IRM à faire mes manipulations à l'intérieur. Donc voilà. Non, il ne faut pas être claustrophobe, on va y venir d'ailleurs. Le principe de l'IRM, c'est que ça fait des images du corps humain. Mais nous, on veut utiliser le magnétisme pas pour faire des images. On veut utiliser le magnétisme pour le détourner, en fait, pour l'utiliser comme force magnétique. Ça veut dire qu'il faut le détourner. On va le détourner de son usage principal. Alors, avant de vous expliquer comment est-ce qu'on le détourne, je vais vous expliquer comment fonctionne un IRM. Puis ça va être la première grande partie de la présentation. Et la deuxième grande partie de la présentation, ce sera toutes les technologies qu'on a développées à partir de ce détournement d'IRM. La première partie sur comment fonctionne l'appareil IRM, c'est la partie la plus ardue, qui est physiquement assez costaud.
Et donc si jamais, à un moment donné, vous êtes perdu dans mes explications, vous levez la main, puis je reprends. Je vais essayer de le simplifier. De toute façon, je ne suis pas une experte en IRM non plus, donc je vais essayer de faire au plus simple pour vous expliquer comment fonctionne un appareil IRM d'imagerie par résonance magnétique. Oui. Ça veut dire quoi, IRM? Imagerie par résonance magnétique. C'est ça que veut dire IRM. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir avec un IRM? Un IRM, c'est l'appareil d'imagerie, je trouve, le plus magnifique de la planète. Je ne suis absolument pas biaisée. Et c'est vraiment un appareil qui permet de voir énormément de choses. Il permet de voir essentiellement les structures molles. Donc on va pouvoir voir le gras, on va pouvoir voir le muscle, on va pouvoir voir les disques intervertébraux, on va pouvoir voir le cerveau, on peut voir les vaisseaux sanguins. Et l'IRM, là je vais vous en présenter sa version classique, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut développer avec l'IRM, ou si on injecte ce qu'on appelle des agents de contraste, on va voir d'autres choses. On peut faire de l'IRM fonctionnel, si vous n'avez jamais déjà entendu parler. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'IRM, puis je vous en présente juste une grande sorte. Et la manière dont fonctionne l'IRM et à peu près tous les appareils d'imagerie, c'est qu'on image une tranche de nous. C'est-à-dire que si on veut imager le cerveau, on va imager une tranche, et puis une autre tranche au-dessus, puis une autre tranche au-dessus, et puis on va reconstituer un volume après. Mais à chaque fois qu'on fait une image avec un IRM, c'est vraiment une image d'une tranche à chaque fois. Donc, les avantages d'un IRM, je vous l'ai dit, ça permet de voir beaucoup de structures anatomiques. Par exemple, si vous avez mal au genou et que vous allez voir votre médecin, et vous savez pertinemment que ce n'est pas osseux votre problème, mais il vous envoie quand même faire une imagerie par rayon X. La raison pour laquelle il vous envoie faire l'imagerie par rayon X, c'est parce qu'il veut être sûr que ce n'est pas osseux. Parce que la seule chose que peuvent voir les rayons X, ce sont les os. Et l'IRM, lui, il va regarder si les ligaments vont bien, si toutes les structures cartilagineuses vont bien, ce genre de choses. Donc ce n'est pas les mêmes technologies, et donc l'IRM permet de voir beaucoup plus de choses que les rayons X, et il est ce qu'on dit non ionisant. Les rayons X, eux, on ne peut en faire qu'une certaine quantité par an, parce que sinon ça devient nocif pour notre corps. D'ailleurs, les médecins, ils ont des petits compteurs GGR, ça s'appelle, qui disent ok, bah, aujourd'hui, pour cette année, tu as déjà fait ton compte, tu peux plus t'approcher des rayons X parce que tu as déjà eu ta dose maximale. Donc les rayons X ont cette propriété qui est d'être ionisante, qui est nocive pour le corps humain. Et donc les bébés, les personnes qui ont des problèmes, les zones de reproduction, tout ça, on ne veut pas trop les imager. Avec l'IRM, c'est sans risque. Donc c'est l'avantage, oui. Est-ce que le scanner peut prendre les os aussi? Alors le scanner IRM est vraiment pas fait pour les os, mais on peut les voir quand même, mais moins bien qu'avec des rayons X. Disons que si on veut voir des beaux os, si on veut vraiment voir la belle qualité des os, il vaut mieux aller en rayon X. Mais dès qu'on veut autre chose que des os, l'IRM c'est vraiment bien, mais ça a beaucoup d'inconvénients. C'est que c'est super difficile d'accès. Si vous avez déjà eu à faire une IRM, il y a 1 an d'attente, je pense, au Québec, quelque chose comme ça. Et c'est pas pour rien, c'est que c'est très très coûteux. C'est des millions et des millions pour avoir un IRM dans son laboratoire. C'est incompatible avec le métal. Si vous avez un pacemaker, si vous avez des choses métalliques à l'intérieur de vous, l'IRM n'est plus une solution. On ne peut plus imager avec ça. C'est difficile évidemment pour les claustrophobes. Mais il y a des technologies d'IRM qui s'appellent des IRM ouverts. Mais c'est assez rare. La plupart des IRM sont juste un tunnel dans lequel on glisse la personne. Donc pour les claustrophobes, c'est un peu difficile, d'autant que c'est très long de passer une IRM. Ça peut prendre 1 heure avant de finir l'examen. Évidemment, ça ne se déplace pas du tout. Donc ça veut dire que c'est uniquement dans les hôpitaux. Tout le tiers-monde n'aura jamais un IRM avant d'avoir un hôpital bien en place. Et l'IRM utilise aussi une grande quantité d'hélium. Et ça, on ne va pas en parler plus que ça. Donc, l'IRM, je vous ai dit, c'est un énorme aimant. Et l'aimant, vous le voyez ici, ça ressemble à ça. Mais ce n'est pas comme un aimant de frigo, en fait. C'est plus un électro-aimant. C'est-à-dire qu'on a une bobine de cuivre, c'est-à-dire qu'on a un fil électrique qui s'enroule comme ça. Et on fait passer du courant à l'intérieur. Et en faisant passer du courant à l'intérieur d'un fil électrique, ce qui se passe, c'est qu'on a un champ magnétique qui est créé. C'est le phénomène d'induction. Donc, si on a un courant électrique qui passe à l'intérieur du fil, ça crée un champ magnétique autour. Si vous prenez une boussole et que vous la mettez autour de votre fil électrique, comme ça, vous devriez voir que la boussole bouge. Donc ça s'appelle l'induction.
Et donc c'est comme ça que l'IRM fonctionne. Donc on a plein de fils comme ça, touc, 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 touc. Et donc on va avoir un champ magnétique qui est dirigé le long du patient, le long du tunnel de l'IRM. Et donc ce champ magnétique, c'est un petit peu, si on regarde l'IRM de haut, c'est comme si on avait un aimant normal. Vous voyez cette image qui est au fond, c'est un aimant avec la limaille de fer que vous avez certainement déjà vu. On voit toutes les lignes de champ magnétique de l'aimant. Ben, l'IRM, c'est exactement la même chose. Il se comporte comme un aimant, donc on va voir toutes les lignes de champ tout autour. Et à l'intérieur, c'est une ligne de champ bien alignée, bien dans l'axe du tunnel. Et d'ailleurs, c'est assez drôle hein, quand je travaillais juste à côté de l'IRM et que je passais mes journées là-dedans. Quand on s'approche de l'IRM, donc évidemment on essaie d'enlever tout ce qui est métallique, mais on ne peut pas tout enlever, notamment pour nous les femmes avec des brassières. On a des petits trucs métalliques au niveau de ça, on a les baleines, et donc quand j'approchais l'IRM, j'avais les petites boucles qui flippaient, les baleines qui se levaient. C'est assez spécial. Oui, monsieur ? Alors, les plombages, j'en ai plein, j'ai jamais eu de problème. C'est que tous les métaux ne posent pas forcément de problème. Ce sont les métaux qui vont avoir la capacité d'être aimantés. Donc, qui vont avoir la capacité de devenir eux-mêmes des aimants qui vont être problématiques. Mais les plombages, ça ne pose pas de problème. Mon jonc ici, ce qui est un stainless peut-être, en acier, ouais. Je ne suis pas sûre. Ouais, ça doit être un acier. Lui, il n'était pas attiré par l'IRM, donc je pouvais y aller avec. Mais par contre, si je bougeais ma main à l'intérieur, je sentais une force à l'intérieur. Mais ça, c'est des courants de Foucault et c'est encore autre chose. Mais c'était pas attiré, cette affaire-là. Et les boucles et les baleines, est-ce que c'était attiré? En tout cas, ça bougeait, c'est certain. Est-ce que c'était attiré? Je ne suis pas sûre. Ça doit dépendre des brassières et du métal qu'ils utilisent. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote marrante. Donc c'est un aimant, ça veut dire que ça attire les objets et il y a souvent des gros problèmes dans les hôpitaux avec des choses qui sont absorbées par l'IRM. Moi-même, je suis déjà arrivée avec mon cahier rempli de trombones, de paperclip, et en posant, puis je commence à écrire et puis wouf. Donc ça arrive beaucoup trop souvent, mais ça arrive. Mais heureusement, il n'y a jamais eu de blessés dans cette situation-là, chez nous en tout cas. Donc, comment est-ce qu'on fait des images? C'est là qu'on rentre dans la partie ardue. Imaginez qu'on a un verre d'eau, un verre de miel et un verre de sirop d'érable. Et ces verres-là, ça représente les différentes choses qu'on a dans notre corps. Ça représente le gras, ça représente les tissus mous, ça représente les muscles, ce genre de choses. Et quand on va taper sur le bord de chacun des verres, on va voir une onde se mettre à l'intérieur du verre. Okay? Mais cette onde, selon si c'est de l'eau, du miel ou du sirop d'érable, elle ne va pas aller exactement à la même vitesse. On va reconnaître, même en regardant juste l'onde, si on n'avait pas les couleurs, on pourrait même reconnaître qui est qui. Okay? Puis l'IRM, il fait exactement ça. Il nous envoie une onde, et notre corps, selon si c'est du gras, des os ou quoi que ce soit, il va répondre avec une autre onde, et en analysant cette onde-là, on sait si c'était du gras, on sait si c'était du muscle, ou si c'était des os, ou tout ça. C'est ça le principe général de l'IRM. Et je vois que mes vidéos ne tournent pas en boucle, donc il faudra que je les relance. Donc maintenant, un petit peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on récupère ces ondes du corps humain. Est-ce que vous savez tous ce que c'est une molécule? Une molécule, on est d'accord, donc ça c'est la molécule d'eau. Il y a 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, easy. Et les atomes d'hydrogène, vous savez tous, dites-moi si vous ne savez pas, arrêtez-moi, qu'il y a un nuage d'électrons autour, et à l'intérieur, il y a un noyau. Okay? Puis dans ce noyau, il y a un proton et un neutron. Okay? Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est juste le proton. C'est la seule chose dont on va parler dans toute la suite, c'est le proton du noyau d'hydrogène. Okay? Donc, qui se trouve à l'intérieur du noyau. Tous les protons, que ce soit hydrogène ou ailleurs, ont ce qu'on appelle un spin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de spin? Alors, en levant la main, qui a déjà entendu parler de la notion de spin? Ok, une personne. Alors, le spin qui veut dire tourner en anglais, mais qui n'est pas du tout
cohérent avec la situation parce que ça ne tourne pas. On pensait au moment où ça a été découvert que ça tournait, mais en réalité ça ne tourne pas. Donc ça s'appelle spin, mais ça ne tourne pas. Donc le spin, c'est... souvent on ne se pose pas la question de d'où vient la masse, d'où vient la charge électrique. Le spin, c'est juste la boussole du proton. C'est juste ça. Donc au même titre que le proton a une masse, qu'il a une charge électrique, eh bien lui, il a des propriétés magnétiques. Et cette propriété magnétique, ça s'appelle le spin. Okay? Donc spin égale la boussole du proton, tout simplement. Okay? Et donc ça veut dire que tous les protons se comportent comme une boussole. Okay? Donc c'est similaire à un aimant. Donc quand vous entendez spin, pensez à l'aimant. Ça va être vraiment la façon la plus simple de rentrer la plus simple de comprendre, parce que rentrer dans le détail, après c'est la mécanique quantique, puis là c'est moi qui ne peux plus vous expliquer de toute façon. Donc, si on prend tous les atomes d'hydrogène dans un endroit, donc ça ce sont tous les atomes d'hydrogène, les spins, donc les propriétés magnétiques de tous les protons, ils sont dirigés de n'importe quelle façon, il n'y a aucune organisation, et globalement, on ne voit pas qu'il y ait une aimantation. Alors l'aimantation, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un matériau qui s'aimante, c'est-à-dire qu'on a ramené un aimant et puis il se colle à lui. S'il se colle à lui, c'est parce que tous les spins se sont réalignés en direction du champ magnétique. Et c'est ça qu'on appelle l'aimantation. C'est quand toutes les propriétés magnétiques des spins, des protons, je vais y arriver, se réalignent pour se diriger dans une seule direction. Quand il y a une direction qui ressort, une direction globale qui ressort des spins, c'est que le matériau a été aimanté. Si tous les spins sont dans tous les sens, globalement on a quelque chose de neutre et donc c'est pas aimanté. Okay? Donc quand on place maintenant, nous, notre corps humain, qui est fait à 80% d'eau, donc on a beaucoup d'atomes d'hydrogène, c'est pour ça qu'on a choisi l'hydrogène d'ailleurs. On aurait pu choisir d'autres atomes, mais on a tellement d'hydrogène que celui-là est évident. Donc quand on se place, nous, dans le champ de l'IRM, ben, nos atomes d'hydrogène, les spins, vont vouloir se réaligner avec le champ magnétique. Simplement parce que les spins, ce sont des boussoles, donc ils veulent se réaligner avec le champ magnétique de l'IRM, qui est dans une direction, c'est le long du tunnel. Okay? Et donc, en réalité, il y en a beaucoup qui ne s'alignent pas avec le champ magnétique, mais globalement, on a plus de protons qui s'alignent avec le champ magnétique, donc on peut dire qu'on est aimanté dans cette direction-là. Et donc, on a ce qu'on appelle une magnétisation nette, donc globalement, on est aimanté dans une direction. Et là, je vais avoir 2-3 équations, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'elles veulent dire. Ce n'est pas important de les avoir de toute façon. Je vous les mets juste parce que moi, je trouve ça joli, des équations, de toute façon. C'est que les spins, quand on les met dans un champ magnétique, je vous avais dit que ça allait être ardu, quand on les met dans un champ magnétique, ils précessent. C'est-à-dire qu'au lieu de rester alignés avec le champ magnétique, ils vont précesser. Ils vont faire ce mouvement-là, tout le temps, en permanence. Et la fréquence de précession, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils précessent lentement ou est-ce qu'ils précessent vite, ça c'est ce qu'on appelle la fréquence de précession, est directement dépendante de à quel point notre champ magnétique est fort. Okay? C'est pour ça qu'on a la précession en fonction du champ magnétique de l'IRM. Donc plus on a un IRM qui a un champ fort, plus il va précesser vite, et plus on a un IRM qui a un champ faible, plus il va précesser lentement, tout simplement. Okay? Est-ce que ça va améliorer l'image? Ouais. C'est pour ça qu'on a dans les hôpitaux, on a des IRM de 1,5 Tesla. C'est ça l'unité du champ magnétique qu'on utilise. Et il y a des hôpitaux qui vont jusqu'à 3 Tesla. Et donc quand on veut vraiment une image d'une plus belle qualité, on va dans un IRM 3 Tesla. Et expérimentalement, je pense qu'on va jusqu'à des IRM 11 Tesla. Mais là, 11 Tesla, c'est monstrueux. Et je ne pense pas qu'on fasse d'images de corps humain à du 11 Tesla. Déjà, à 3 Tesla, les images sont vraiment fabuleuses. Donc oui, plus on augmente le champ magnétique, plus on va avoir une belle image. CAT scan, CAT scan, PET scan, c'est d'autres technologies. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pourrais pas les expliquer, mais c'est pas la même chose. Oui, donc je vous disais que les spins, ils tournent, ok. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur taper comme sur le bord du verre. On va leur envoyer une onde. Et cette onde-là qu'on envoie, c'est une onde de radiofréquence, donc le même type d'onde où on a la radio, tout simplement. Et on leur envoie cette onde-là. Et ce que ça va faire, cette onde-là, c'est que ici, si vous avez votre spin, on envoie une onde, ben le spin, pouf, il bascule à 90 degrés.
C'est sa réaction de faire ça. On lui envoie une onde, il réagit et il se met à 90 degrés. Et puis, vu qu'on envoie juste une onde sur un très court laps de temps, ben, il va revenir à sa position initiale. Et en revenant à sa position initiale, il va émettre lui-même une onde radiofréquence. C'est celle-là qu'on capte et c'est celle-là qu'on va analyser après pour déduire si c'est du gras, si c'est du muscle ou ce genre de choses. Ok, ça va jusque-là. Donc, on a des spins qui précessent. On leur envoie une onde, pouf, ils reviennent lentement. Et quand ils reviennent, ils renvoient une onde et c'est celle-là qu'on analyse. Je me demandais, l'onde qui est envoyée par l'IRM, c'est ça les bruits qu'on entend dans l'IRM? Alors, les bruits qu'on entend dans l'IRM, il y en a plusieurs. Quand on rentre et qu'on n'est pas en train de faire d'image, c'est le bruit du compresseur d'hélium. C'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas dit, mais le gros aimant principal, donc où il y a tous les tours de fil électrique qui produit le champ magnétique principal, si on essayait de produire un champ magnétique en permanence, le fil électrique fondrait. Parce qu'il y aurait trop de chaleur. Vous avez certainement entendu parler de l'effet Joule. Quand on passe de l'électricité, ça chauffe. Et là, ça chaufferait au point où ça fondrait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme ça en un aimant supraconducteur. C'est-à-dire qu'on le baigne dans de l'hélium, dans l'hélium liquide, je ne sais pas à moins combien de degrés, je ne l'ai pas en tête, mais c'est très très froid. Je dirais 4 degrés Kelvin, donc moins 270 degrés, certainement quelque chose comme ça. Et donc, cet hélium-là, il faut sans arrêt le compresser. Et donc, il y a une machine qui est là pour le compresser, tout simplement. Donc, ça, c'est le bruit quand on rentre dans la salle d'IRM, qu'on n'est pas en train de faire d'image. Et le bruit quand on est en train de faire des images, c'est plutôt qu'on a d'autres bobines, en plus du champ magnétique, dont je vais vous parler juste après, qui sont là aussi pour faire d'autres choses, je vais vous en parler, mais on leur envoie du courant électrique aussi de la même façon, et ce courant électrique est tellement fort que les fils bougent, et donc on les entend s'entrechoquer. Donc c'est pour ça le bruit dans l'IRM quand on fait des images. Oui. Qu'est-ce qui fait que les spins bougent plus ou moins rapidement? Alors la question c'est qu'est-ce qui fait que les spins bougent plus ou moins rapidement? Donc pour la précession, c'est juste à quel point le champ magnétique est fort. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils envoient une onde ou une autre? C'est la façon dont ils sont reliés entre eux. Le gras, je vais dire n'importe quoi, mais le gras est peut-être plus dense que les muscles. Donc la façon dont ils vont pouvoir relaxer, c'est ça s'appelle comme ça, le terme relaxer pour revenir à leur position initiale, ça va dépendre de leur environnement. Et donc plus l'environnement est dense ou plus les liaisons sont fortes, et ça va changer la façon, l'onde que l'on reçoit. Okay. Donc cette fameuse onde, il faut arriver à trouver un moyen de l'acquérir, parce qu'elle est émise, mais il faut la récupérer. Et pour la récupérer, on utilise des antennes comme ça. Donc si vous avez déjà passé une IRM de tête, on vous a mis dans une sorte de cage. Pour le genou, c'est aussi une sorte de cage. Pour le torse, c'est une espèce de truc plat qu'on nous pose. Donc ça, ce sont des antennes qui sont là pour capter le signal, qui est renvoyé par les tissus. Et donc, c'est exactement le même principe. Tout l'IRM est basé sur le principe d'induction. On a une onde qui passe dans des fils électriques. Ça crée un champ électrique à l'intérieur des fils qu'on récupère et qu'on analyse. Donc tout ça, c'est des antennes qui sont juste là pour récupérer le spin de l'onde qui a été émise par le spin de l'électron en revenant à sa position initiale. Le spin du proton, pas du tout de l'électron, excusez-moi. Et donc on obtient ici une espèce d'onde très complexe qui est en fait une onde, si on la décompose, on peut la décomposer en ondes plus simples, comme celle-ci ou celle-là ou celle-là. Et donc, quand on additionne toutes ces ondes, ça nous donne une onde plus complexe. Et ce que va faire l'IRM, c'est qu'il va les décomposer en ondes plus simples. Et ensuite, il va les ranger dans ce qu'on appelle l'espace K. On ne rentrera pas dans le détail, mais l'espace K ici, cette image-là, c'est la même que cette image-là, mais juste pas dans le même référentiel. Ici, c'est ce qu'on appelle un espace fréquentiel. C'est-à-dire qu'on a rangé toutes les basses fréquences ici et toutes les hautes fréquences dans les extrémités. Et donc, c'est juste une façon de ranger toutes les fréquences. Et puis après, avec une opération mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier, on va pouvoir passer de cet espace fréquentiel à l'espace qu'on connaît, qui est ici, qui va ressembler à notre image. Donc, il n'y a pas de correspondance directe où on se dit, OK, ce pixel, ça correspond à ce pixel. Pas du tout. C'est vraiment une autre façon de concevoir une image et on la conçoit dans un domaine fréquentiel. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très important. C'est juste pour vous dire qu'on garde les ondes
Et après, on arrive à revenir à une image du cerveau. Hop. Voilà. Et donc, comme je vous disais, après, une fois qu'on a fait une tranche du cerveau, ben, on est capable de reconstituer. Donc ça, c'est toutes les tranches qui passent les unes après les autres. Et après, on est capable d'en faire un volume 3D, si j'arrive à relancer la vidéo. Donc ça, c'est le volume 3D, et donc on peut aller voir couche par couche pour aller voir pile la zone qui nous intéresse. Tout simplement. Enfin, simplement. Puis là, on n'a même pas fini l'histoire. Parce que, et puis c'est surtout maintenant que ça va être important pour comprendre toutes les technologies que nous on développe, parce que c'est vraiment cette partie-là qu'on va chercher à détourner. Mais j'étais obligée de vous parler tout avant. Donc l'IRM, il reçoit toutes ces ondes, mais comment est-ce qu'il distingue si ça vient du pied, de la tête, du ventre ou de n'importe où? Il lui faut un moyen de savoir d'où viennent tous les ondes de tous ces spins. Et pour ça, on va faire autre chose d'abord. C'est d'abord que je vais vous donner une définition. Vous savez tous, sur un écran, on regarde les images, puis il y a des pixels. Okay, une image est décomposée en une succession de pixels. Pour l'IRM, c'est exactement la même chose, sauf que comme c'est des tranches, il y a un volume, il y a une épaisseur à ces pixels. Et donc on appelle ça des voxels, pour des volumes de pixels, si on veut. Okay, tout simplement. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de trouver la localisation de chacun des voxels. Donc, un voxel, ça va contenir un certain nombre de spins, et puis on cherche à savoir, ok, bah, tous les spins-là, d'où ils viennent. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir trouver l'origine d'un endroit, on essaie de trouver l'origine d'un voxel, et non pas d'un spin, de tous les spins qui sont dans un voxel. Donc, encore une équation parce que je trouve ça joli, mais encore une fois, ce n'est pas important si vous ne la comprenez pas, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est la définition d'une onde, n'importe quelle onde. Donc quelque chose qui va onduler. Okay, et vous avez, par définition, son amplitude, qui va définir à quel point ça monte et à quel point ça descend, tout simplement. Vous avez la fréquence, qui va définir à quel point ça tourne vite ou lentement, et qui correspond tout simplement à la distance entre deux pics. Et vous avez la phase, qui est juste la distance entre le zéro, finalement, et quand est-ce que ça commence, quand est-ce que l'onde commence, finalement. Et donc ça, ce sont les trois paramètres qu'on a dans une onde. Et nous, on va utiliser la fréquence et la phase pour coder les spins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Ça veut juste dire que chaque voxel, on va lui donner une fréquence en particulier et une phase en particulier. Comme ça, quand il nous répond, ben, on sait que c'est lui. Parce qu'on lui a dit, toi, tu vas être avec telle fréquence et telle phase. Comme ça, quand tu me réponds, ben, je sais que c'est toi, tout simplement. Et donc, une des premières approches, ça va être d'abord de choisir la tranche. Avant de savoir exactement où est-ce qu'on est, on va d'abord définir, ok, on est où là. Et donc, si on veut définir qu'on est, par exemple, à cet endroit-là, ben, il va falloir d'abord changer la précession du spin. J'y arrive. Est-ce que je tâte? Non, ok. Ok, je vais aller comme ça. Donc, je vous l'ai dit, la vitesse à laquelle les spins tournent, ils précessent, dépend de l'amplitude du champ magnétique. Mais si on fait un champ magnétique moins fort au pied jusqu'à plus fort au-dessus, bah du coup, chacune des tranches va précesser à une vitesse différente. Okay? Donc ça veut dire que si j'écoute uniquement un endroit, je vais avoir uniquement tous les spins de cette tranche qui vont répondre. Okay? Parce que si j'envoie une fréquence, à une certaine fréquence, seulement les spins qui sont à cette fréquence-là vont résonner avec, vont répondre. Tous les autres, ils ne répondent pas. Donc c'est le phénomène de résonance, oui. C'est déjà codé d'avance si tu fais une tranche ici ou si tu fais une tranche là, la fréquence va être différente? Oui, la fréquence va être différente selon si on fait ici ou si on fait là. L'appareil va envoyer des fréquences. Exactement, exactement. Donc il va s'ajuster, et pour s'ajuster, il va être obligé donc de créer cette différence de B, cette différence de champ magnétique entre les pieds et la tête. Okay? Et donc pour créer cette différence de champ magnétique, il utilise ce qu'on appelle des bobines de gradient magnétique. Donc l'IRM, il y a à l'extérieur la grosse bobine qui permet de faire le champ magnétique. Un peu plus à l'intérieur, il y a des bobines qui permettent de faire un gradient magnétique. Qu'est-ce que c'est le gradient magnétique? D'abord, on va parler de gradient de température.
Si vous êtes à l'extérieur qui fait moins 30 et qu'à l'intérieur il fait plus 20, entre les deux, on a un gradient de température. Si vous avez du rouge vers du jaune, entre les deux, on a un gradient de couleur, on a un dégradé de couleur. Okay? Donc un gradient, ça veut juste exprimer la différence entre un point et un autre. Entre un point dans l'espace et un autre point dans l'espace, tout simplement. Donc le gradient, c'est vraiment juste un mot fancy pour dire différence, mais c'est vraiment la même chose. Oui? Là, vous dites que le IRM il fonctionne par couche. Oui. Donc, s'il fonctionne par couche, on sait nécessairement nos voxels, ils proviennent de où? Ils proviennent de quelle couche? Pourquoi c'est utile à ce moment-là d'avoir une fréquence différente des pieds vers la tête? Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir une fréquence différente des pieds jusqu'à la tête? C'est parce que c'est la seule façon pour l'IRM de savoir où on est. C'est ça qu'il utilise pour savoir dans quelle tranche il se trouve. Okay. Donc, c'est le fait de créer un champ magnétique différent des pieds à la tête qui lui permet de dire « je suis dans telle tranche ». Comme ça, dans le cerveau, pour ces tranches, mettons qu'il y a 12 tranches dans le cerveau, chacune va correspondre à une fréquence. Exactement. Donc, sur chaque tranche du cerveau, chacune va correspondre à une fréquence. Je répète ce que vous dites. Ouais, c'est exactement ça. Donc, oui? C'est quoi l'épaisseur des tranches? Alors, l'épaisseur des tranches, on peut la choisir, en fait. Et ça va dépendre de ce que veut le médecin. Parfois, il veut juste, de toute façon, il ne veut pas avoir plusieurs tranches. Donc, il va choisir une grosse tranche ou il va choisir une petite tranche. Il y a une limite, évidemment. Et ces limites-là vont être définies par les propriétés de l'IRM. Plus on a une IRM avec un champ élevé, si on a un 3 Tesla, on va pouvoir faire des épaisseurs plus fines. Donc ça dépend de ce que le médecin veut et des limites de l'appareil. Mais on est, je pense qu'on est en dessous du millimètre pour une tranche. Je pense. Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça dépend de la profondeur? Est-ce que ça dépend de la profondeur? Non. Tout ce qui est dans le centre, à l'intérieur du tunnel de l'IRM. Pour déterminer la fréquence, est-ce que ça dépend, dans une large tranche, est-ce que ça dépend de la profondeur où se trouverait, par exemple, le cancer? OK. La question, c'est est-ce que... La cellule cancéreuse. Est-ce que ça dépendrait de l'épaisseur du corps? C'est ça la question? De la profondeur. Non. Tout ce qui est dans l'IRM, on peut l'imager, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de problématique de profondeur. On peut voir toute la profondeur qu'on veut du moment que ça rentre dans l'IRM. Ils peuvent calculer la profondeur de la tumeur ou l'épaisseur. Est-ce qu'on peut calculer la taille de la tumeur, c'est ça? Oui, très certainement. Oui. Je pense bien qu'ils peuvent faire ça. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? On rentre dans la partie la plus difficile. On n'est pas encore dedans? Ben, on est dedans, mais là, là on est dans le cœur vraiment le plus dur. Donc, gradient, c'est juste une différence de champ magnétique. Okay? C'est juste ça que je veux vous retenir. Et est-ce que je rentre dans le détail de ça? Ok, non, je vais vous épargner. Ok, donc ça, je vous disais, on a tout l'extérieur qui est donc la bobine qui nous permet de faire le champ magnétique. Et un petit peu plus à l'intérieur, on a nos bobines de gradient qui nous permettent de varier le champ magnétique à l'intérieur du tunnel. Excusez-moi. Oui. Est-ce que ces variations, ça correspond à une norme? C'est-à-dire que des pieds à la tête, c'est toujours les mêmes gradients? Donc, on me demande s'il y a une norme, si des pieds à la tête, c'est toujours le même gradient. En fait, ce qui se passe, c'est que les bobines de gradient vont être capables de créer une différence de champ magnétique de, en général, 40 millitesla par mètre, peu importe. Là. Mais, et donc, après, ça dépend de est-ce qu'on veut imaginer une toute petite zone ou est-ce qu'on veut imaginer une grande zone. Donc, ce 40 millitesla par mètre, il faut juste le découper. Si c'est une petite zone, on va avoir... on va juste le faire en fonction de ce qu'on appelle le field of view. Donc, plus on veut grand, plus il faudra, le 40 millitesla par mètre va aller de là à là. Et c'est ça, exactement. Donc, ça va s'ajuster selon la grandeur de ce que vous voulez voir. Merci. Selon la grandeur de la personne aussi? C'est-à-dire qu'en général, on n'imagine pas une personne au complet, de toute façon.
Donc on image juste une petite partie du cerveau ou toute la tête. Et donc on s'ajuste à qu'est-ce qu'on veut imager finalement. Et plus on image une zone petite, plus on va pouvoir être précis dans ce qu'on veut aller chercher comme information aussi. Quand on veut de la grande information, c'est toujours plus compliqué. Et pour d'autres raisons d'homogénéité du champ, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Pas des antennes uniques. Exactement, exactement. Mais alors, un médecin veut voir. Exactement. Exactement. Si donc les antennes définissent aussi la limite. Si on a une antenne de tête et qu'on veut voir ici, ça ne marche pas. Mais l'IRM lui-même a une antenne interne où on pourrait imager une grande partie du corps, mais la qualité des images est beaucoup moins bonne parce que l'antenne est plus loin. Donc ça, c'est d'autres considérations encore. Donc, je vous l'ai dit, on sélectionne la tranche en faisant en sorte qu'on change la fréquence. Donc, des spins qui vont être ici vont avoir une fréquence plus lente que des spins qui sont là, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on sélectionne la tranche. Et après, on va avoir d'autres gradients dans les deux autres directions qui vont venir encore dans une tranche, pouvoir nous dire, OK, ben, les voxels viennent de là, en codant à nouveau, en changeant la fréquence, et cette fois-ci en changeant la phase. L'idée étant que les gradients magnétiques, ils sont là juste pour nous aider à dire, ce voxel, il vient de tel endroit. C'est la raison d'être des gradients. OK ? Donc, une séquence d'IRM, finalement, ça ressemble à ça. On a d'abord notre onde RF, donc ce qui fait basculer le spin à 90 degrés. Une fois qu'on l'a fait basculer, on allume tous les gradients pour pouvoir sélectionner d'abord la tranche, puis après la ligne, puis après le voxel. Et après, il réémet son signal. Et puis là, on écoute et on fait des images. OK ? Fin de la première partie. Donc, je vous proposerai de faire la pause maintenant parce que c'est le... Puis après, ce sera un petit peu plus relax et on va pouvoir... maintenant que vous avez toutes les connaissances, on pourra rentrer encore plus dans l'état. Non, je plaisante. On n'ira pas plus dur que ça. Oui. Oui, je vous le dirai. Donc, on se revoit dans 10 minutes, c'est ça? Donc, dans 10 minutes, il est 14h11, donc on reprend à 21h. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Oui. Oui? Bon alors. Est-ce que j'ai un volontaire pour me réexpliquer toute la première partie? Il y a un spin, en tout cas. Oui, il y a un spin, ça tourne. Il tombe. Et il tombe, effectivement. Il relaxe. Bon, on a déjà pas mal. Je trouve ça pas mal. Donc, maintenant la partie 2. Maintenant qu'on sait tous parfaitement comment fonctionne un IRM, on va regarder un petit peu comment on le détourne. Donc, je vais vous présenter grosso modo 4 projets et on va commencer par le premier. On va le faire de façon chronologique. Et on va commencer par le premier qui est est-ce qu'on peut faire bouger des choses avec un IRM? Parce que je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est d'amener le médicament vers le cancer. Donc, pour l'amener, ça veut dire qu'il faut appliquer une force à un moment donné pour l'attirer quelque part, quoi qu'il arrive. Donc, c'est la première question. Est-ce qu'on peut faire bouger des choses avec un IRM? La force magnétique, parce qu'on a toujours besoin d'une force pour faire bouger quelque chose. Si je veux dire, si je fais bouger mon téléphone, c'est parce que j'ai appliqué une force sur lui. Donc, pour avoir du mouvement, il faut appliquer une force. Et la force magnétique, une de ces expressions, elle est égale à la magnétisation fois le volume fois le gradient magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un objet, n'importe lequel, disons mon téléphone, la force magnétique que je vais pouvoir appliquer sur lui va dépendre de sa magnétisation. La magnétisation, c'est juste sa propriété qui dépend de ses matériaux, de à quel point il va être attiré par un champ magnétique ou pas, à quel point il va être capable de s'aimanter. Donc ça, c'est juste vraiment une propriété du matériau. Multiplié par son volume, plus mon téléphone va être gros, plus la force magnétique que je vais pouvoir appliquer va être forte, et plus il est petit, moins ça va être fort, en toute logique. Multiplié par le fameux gradient magnétique, qui va être à la base de tout. Qu'on utilise d'habitude pour localiser où sont les spins, mais cette fois-ci, on va l'utiliser pour diriger notre drogue, diriger notre médicament. Okay? Donc, le premier essai, ça date de 2006. Ils ont essayé de faire bouger une bille de 1,5 mm de diamètre à l'intérieur de la vasculature d'un cochon. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils donc ils ont fait ça avant, évidemment, à l'intérieur de bacs, dans des aquariums, ce genre de choses. Mais il y a une réalité avec des corps vivants qui est qu'il y a un flot sanguin. Et le flot sanguin, quand on essaie de faire naviguer quelque chose, soit ça joue contre nous, soit ça joue contre nous. Ça joue toujours contre nous.
Si on veut aller à contre-courant, ben, ça applique une force qui nous empêche finalement d'aller à contre-courant. Et si on veut aller dans le même sens, ben, ça va trop vite parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller prendre l'intersection qu'on veut pour aller du côté de la tumeur où on veut aller. Donc, le fait d'avoir des vaisseaux sanguins, c'est vraiment important pour arriver à voir si notre technologie fonctionne finalement. Le gros diamètre. Le gros diamètre de la... Le vaisseau sanguin, gros diamètre. Oui, parce qu'à ce moment-là, on veut juste savoir si ça fonctionne. Donc on met des vaisseaux sanguins de gros diamètre parce qu'on a une bille de gros diamètre, tout simplement. Et comme ça dépend du volume, on veut d'abord une grosse bille pour être sûr que ça fonctionne, puis après on va réduire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que là, on est vraiment à l'étape de preuve de concept. Est-ce qu'on arrive à faire bouger des choses dans l'IRM? Il n'y a même pas de drogue, là. Notre robot, c'est juste une bille. On parle pas de médicaments, on parle juste de est-ce qu'on peut arriver à faire bouger quelque chose avec un IRM? C'est ça la question. Excusez, oui? Est-ce que vous parlez d'une bille dans les vaisseaux? Oui. Je parle d'une bille de métal. Pas de danger d'obstruction. Ah, si. Oui. Mais c'est parce que là, c'est vraiment un test où on essaie vraiment pas de soigner quoi que ce soit. On essaie juste de savoir est-ce que ça fonctionne. Donc là, on s'entend, c'est de l'expérimentation animale et il va pas se réveiller. On va pas le réveiller en tout cas. Donc là, c'est vraiment un test qui est nécessaire pour aller à la prochaine étape. Comme en recherche, c'est toujours la même problématique, c'est on essaie de prouver que ça fonctionne un tout petit peu, puis après on a des financements qui nous permettent d'aller fonctionner, que ça fonctionne encore un tout petit peu plus, puis après on a des financements, etc. etc. Donc on est sans arrêt en train d'essayer de pousser les limites, et donc on est toujours obligé d'aller chercher petit pas par petit pas. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'expérience sur les animaux, pour montrer que les flots sanguins, qui est vraiment une problématique importante dans cette situation-là, ben, on est capable quand même de guider nos éléments magnétiques à l'intérieur de vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est le premier test. Donc là, c'est dans la carotide, donc au niveau du cou. Et le petit point vert, c'est la bille. Et donc ça se déplace le long de la carotide. Et donc là, c'est uniquement avec les gradients de l'IRM. Donc là, l'IRM qui est d'habitude, les gradients magnétiques qui sont d'habitude utilisés pour localiser les spins, là, il y a un informaticien qui a allumé l'IRM et qui est allé changer le code, qui est allé coder l'IRM pour dire, bah non, finalement, tu vas pas me faire d'image, tu vas faire ça à la place. Ça peut paraître simple, mais coder un IRM, c'est pas la chose la plus simple du monde non plus. Donc voilà, donc ils ont été capables de guider la bille à l'intérieur de la carotide d'un cochon. Et ça a été... Excusez-moi, oui. Ça prend un informaticien pour faire ça, j'imagine? Ça prend tout un tas de corps de métier pour arriver à faire ça. Un informaticien pour coder l'IRM, ça prend un physicien médical pour pouvoir faire les images, ça prend un physicien tout court pour comprendre ce qui est en train de se passer, ça prend un mécanicien pour arriver à concevoir la bille pour la mettre à l'intérieur, ça prend beaucoup de personnes. Donc ça, c'est le projet de Jean-Baptiste Mathieu, qui était étudiant en doctorat à ce moment-là. Mais comme tous les projets de SLAB, on a vraiment de la chance dans le laboratoire où j'étais, qui est qu'on a des projets qui sont des projets un peu par équipe. Souvent, au doctorat, on est un peu seul et laissé à nous-mêmes avec un seul projet par personne, et c'est rare qu'on communique entre nous. C'est le cas dans mon doctorat actuel. Mais dans le laboratoire où j'étais avant, c'était des équipes qui se formaient. Donc là, il y a vraiment, à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, il y a toujours une personne qui leadait un projet, mais c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont liées à ça. Est-ce que j'ai le temps de rentrer dans ce détail-là? Ben oui. Ok, donc, je vais vous l'expliquer alors. C'est vous qui avez demandé. Donc là, ce que vous voyez dans cette image-là, en fait, vous avez une image, vous avez certainement remarqué, si je remonte, ça va fonctionner, que l'image en dessous, elle a l'air figée. On n'a pas l'impression que le cochon est vivant en dessous, il est vivant. Mais l'image est pour de vrai figée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va prendre une image du porc avant qu'on mette la bille, et après on va mettre la bille, et après on va la contrôler. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que si on regardait à quoi ça ressemble quand on met une bille à l'intérieur du vaisseau, donc vous voyez, la bille, elle est minuscule, et elle fait un énorme trou noir dans l'image. Ça, on appelle ça un artefact magnétique. Okay. Et c'est pour ça que, et donc là, la bille, on n'a aucune idée si elle est dans le vaisseau sanguin qui est là ou à l'extérieur, parce que le champ est complètement déformé et on ne voit plus rien. Donc c'est pour ça qu'on superpose deux informations, parce que
si on prenait ce que l'IRM nous donne, on ne verrait rien. Donc l'artefact magnétique, ça vient du fait que, donc on a notre champ magnétique dans le tunnel de l'IRM, mais si on met une bille magnétique, cette bille-là, elle va venir déformer le champ localement. Et si elle déforme le champ localement, les spins n'y répondent plus de la même façon. Donc on ne voit plus rien. Ça crée un trou noir à cet endroit-là. C'est pour ça que si on a un élément métallique dans le corps, ben, ce n'est pas forcément dangereux, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément dangereux, c'est juste qu'on ne va rien voir. Ça fait un trou dans l'image, parce que ça ne fonctionne pas avec des éléments métalliques. Donc on a cette problématique de l'artefact magnétique qui nous crée ce gros trou dans l'image. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre image de fond, et puis on vient ajouter la position, qui va être le tracking de l'artefact. Donc pour traquer l'artefact, l'IRM il va prendre une image de l'artefact, une image du trou, puis une image à un instant juste après de ce même trou, puis il va voir de combien il s'est déplacé. Et il nous transmet ça comme une information juste d'un point qui se déplace. Comme ça, on est capable de superposer l'image de fond avec la localisation de la bille. Et donc pour ça, il faut vraiment que l'animal soit endormi, parce que pour peu qu'il bouge, tout d'un coup, il n'y a plus de correspondance. Donc il faut absolument que l'animal soit endormi à ce moment-là. La bille que vous utilisez, excusez-moi. Oui. La bille, c'est du métal. Oui, c'est une bille de métal. À ce moment-là, il n'y a pas de danger que ça perce la veine. Il y a plein de dangers à ce moment-là. Ça va être attiré par l'aimant de... Alors, bonne question. Ça va être attiré par l'aimant. Ce qui se passe quand on arrive dans une salle d'IRM, admettons j'ai une grosse bille de métal dans ma main, si je m'approche de l'IRM, ouf, que ça va m'attirer. Mais à partir du moment où je suis dans le tunnel, il ne se passe plus rien. Pourquoi il ne se passe plus rien? Parce que la force magnétique, souvenez-vous, dépend du gradient magnétique, donc d'une variation de champ magnétique. À l'intérieur du tunnel, on a juste un champ magnétique, mais qui ne varie pas du tout. Donc tant qu'on ne fait pas d'image, il n'y a aucun gradient magnétique qui est appliqué, donc elle ne bouge pas. Alors c'est très surprenant quand on arrive, c'est ça, avec notre bille, ou mes trombones, mes paperclips, j'arrive, ça va tout être attiré, mais je le prends, je le mets à l'intérieur de l'IRM, ça ne bouge plus. Et ça ne peut pas percer le vaisseau? Ça peut percer le vaisseau si nous on applique un gradient n'importe comment. Il ne faut pas qu'il soit trop fort. Exactement, il ne faut pas qu'il soit trop fort. Mais le trop fort, on en est très loin. On est quand même très loin. Et puis, il faut comprendre ici que c'est un test où on ne sait pas, au moment où ils le font, ils ne savent pas si ça va marcher. C'est vraiment un test. Et donc, oui, l'animal peut mourir à cause d'une mauvaise manipulation de notre part. Et il faut vivre avec ça. Mais on essaie de prouver que si ça fonctionne ou pas. Et là, ça a fonctionné. Donc, ça a été quand même une énorme nouvelle à ce moment-là. Ça date de 2006. Il y a eu beaucoup de papiers dans les journaux sur ça, si jamais vous vous en souvenez. Et donc ça, j'imagine, je n'ai pas exactement l'histoire, je n'étais pas encore arrivée dans le laboratoire à ce moment-là, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de financements qui ont permis d'avancer les projets un petit peu plus loin. Donc, premier constat, on arrive à guider une bille dans les gros vaisseaux sanguins de porc. Maintenant, il faut rendre la chose utile et donc la charger en médicaments. Il faut que cette bille transporte des médicaments. Et donc on arrive en 2010 cette fois-ci. Est-ce que l'on peut faire bouger des particules qui contiennent de la drogue? Donc moi je suis arrivée en 2009 au laboratoire. Donc j'ai vu la fin de ce projet-là, qui était l'idée par Pierre Pouponneau. Donc ça c'est Sylvain Martel, le directeur du laboratoire. Ici vous avez le chirurgien avec qui on travaille. Et lui c'est son co-directeur, mais je ne me souviens pas de son nom. Donc excusez-moi. Donc là la problématique, maintenant on rentre dans le concret. On sait qu'on peut faire bouger des choses dans l'IRM. Donc maintenant, on veut être capable d'amener de la drogue à un endroit. Il faut choisir un endroit. Il faut le choisir, cet endroit. Ils ont choisi le foie. Le foie, il a cette particularité d'être divisé en deux lobes. Un lobe à droite et un lobe à gauche. Est-ce qu'on est toujours chez le porc? Là, on va être sur le lapin. Ça va changer. Mais on ne sera jamais sur l'humain. Mais un lapin, c'est plus petit? Un lapin, c'est plus petit, oui. Effectivement, c'est plus petit et donc c'est une problématique. Oui. Et on va y venir. Donc le foie a cette particularité d'avoir un vaisseau sanguin ici qui se divise en deux pour aller dans chacun des lobes. Donc on se dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de la drogue juste dans un seul des deux lobes. Parce que si on met aucune force magnétique, ce qui va se passer, c'est que ça va aller autant dans un lobe que dans l'autre. Et nous, on veut juste cibler un seul des deux lobes. Donc c'est ça qu'on veut faire. Donc, pour faire ça, il faut notre transporteur, finalement. Donc, Pierre a créé ce transporteur-là, qui est une capsule qui, à l'intérieur, a des nanoparticules magnétiques, qui sont les petits ronds,
des nanoparticules magnétiques, et les petites croix, c'est le médicament. Donc il a une capsule qui a des nanoparticules et du médicament à l'intérieur. Et donc on essaie de guider tout ça. La problématique, c'est qu'il y a un compromis à faire. C'est que si on met plus de médicaments dans la capsule, ça veut dire qu'on met moins de nanoparticules magnétiques. Et si on met moins de nanoparticules, on a moins de volume, donc moins de force magnétique, donc peut-être qu'on n'arrivera pas à guider dans un seul des deux lobes. Mais de notre côté, si on met plus de nanoparticules, ben, il y aura moins de médicaments, et s'il y a moins de médicaments, peut-être que ça devient complètement inefficace parce qu'on n'aura juste plus assez de drogue. Donc il y a un compromis à faire à ce niveau-là. Et le compromis est particulièrement difficile parce que, quoi qu'il arrive, même dans le meilleur des scénarios, le système d'IRM est insuffisant. Donc je vous l'ai dit, là on utilise le gradient magnétique de l'IRM, et qui sont des bobines magnétiques qui sont faites pour faire de l'imagerie. Elles ne sont pas faites pour faire ce qu'on fait nous, vraiment pas. Et donc elles sont limitées, elles peuvent faire 40 millitesla par mètre, c'est ça l'unité. Sauf que nous, pour faire bouger nos particules, il faut qu'on aille à 400 millitesla par mètre. Donc un facteur 10 entre les deux. Donc clairement, l'IRM n'est pas suffisant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu ajouter des bobines ici, qu'on a fait fabriquer. Donc ça, ce sont deux bobines magnétiques qu'on met à l'intérieur de l'IRM et qui vont remplacer le gradient magnétique de l'IRM. On va le fabriquer nous-mêmes, ce gradient magnétique, puisque l'IRM n'est pas capable de le faire lui-même. Donc on le fait nous-mêmes. Donc ça, c'est à l'hôpital quand on faisait nos expériences. Et donc vous avez ici tout un tas de câbles aussi qui servent au refroidissement des bobines. Je vous l'ai dit, quand on met de l'électricité, ça chauffe. Donc il faut refroidir tout ça. C'est aussi dans ce machin vert là qui est pour s'assurer que les bobines sont parfaitement alignées. Si elles sont un tout petit peu désalignées, elles peuvent partir dès qu'on met un champ magnétique et bouger. Donc on ne veut pas que ça bouge évidemment. Et puis là, ce qui est en blanc ici, ce qui dépasse, c'est un lapin qui est à l'intérieur, qui est anesthésié et qui va donc recevoir les premières drogues. Et donc ça nous permet d'avoir un gradient qui est 10 fois plus élevé que celui de l'IRM. Et il est unidirectionnel. Donc là, on a juste deux bobines qui vont nous permettre d'avoir un gradient magnétique dans le sens du tunnel. Donc ça veut dire que on ne peut pas diriger nos particules dans toutes les directions de l'espace à ce moment-là, en 2010, on ne peut pas encore. On peut diriger seulement dans un sens. Donc si on a le gradient qui est éteint, on va avoir les particules qui vont aller autant dans un sens que dans l'autre. Et si on a le gradient qui est allumé dans cette direction, ben on espère que les particules vont être attirées dans ce sens-là. Okay, c'est ça qu'on vient tester. Donc ça veut dire aussi qu'il a fallu vraiment ajuster le lapin pour qu'il soit dans cette configuration-là. Parce que si on met le gradient magnétique dans un autre sens par rapport à sa position des artères, ben, on ne va pas tester la bonne chose de toute façon. Donc il y avait toute une plateforme dans laquelle on mettait le lapin où on pouvait régler l'angle dans toutes les directions de l'espace pour pouvoir s'ajuster à ça. Et donc ça, c'est les résultats des tests. Avant d'allumer les gradients, toutes les particules sont allées autant à droite qu'à gauche. Et après avoir allumé le gradient, ben, toutes les particules sont allées à droite, à gauche ça s'appelle. Mais... Donc ça a marché, ça a vraiment marché. On a pu amener la drogue d'un seul côté. Et puis après on vérifie en IRM. Donc moi je suis incapable de lire ce genre d'image IRM, donc je suis très contente qu'il y ait des cercles. Et donc ici c'est le lobe droit et ici c'est le lobe gauche avant qu'on injecte la drogue. Et ça c'est après. Et là ce que vous voyez ici c'est un trou noir. Et ce trou noir, c'est l'artefact magnétique dont on parlait, donc le fait que toutes les nanoparticules magnétiques, finalement, se retrouvent ici. Donc on arrive à guider non seulement des objets dans l'IRM, mais on arrive aussi à guider de la drogue dans un seul des deux lobes du foie. Ça a vraiment été une énorme avancée aussi pour le laboratoire. Et la problématique de ça, c'est que c'est pas... une fois qu'on a réussi à passer une intersection, c'est que le début du problème, parce que le corps humain, des intersections de vaisseaux sanguins, il y en a une flopée. Il y en a une flopée. Et c'est pas simple, parce que et puis là on arrive à une problématique beaucoup plus technologique, qui est que nos gradients magnétiques, je vous l'ai dit, ce sont des bobines dans lesquelles on met un courant électrique qui crée un champ magnétique. Mais entre le moment où on appuie sur le bouton on et le moment où il y a le champ magnétique, c'est pas instantané, il y a quelques millisecondes. Mais pendant ces millisecondes-là, la particule a continué d'avancer. Et peut-être qu'elle a déjà passé une intersection clé. Donc, ça veut dire qu'il faut que nos gradients magnétiques s'allument très très vite, mais pas seulement s'allument très très vite, s'éteignent vite pour changer de direction peut-être aussi. Donc, on appelle ça de switcher de sens finalement. Et donc, cette capacité des gradients à s'allumer très vite, s'éteindre très vite, s'allumer très vite dans un autre sens, c'est une limite technologique qu'on a en ce moment.
qui fait que si on a un très gros flot sanguin, si ça va très vite, et si on a des intersections très rapprochées les unes des autres, c'est extrêmement difficile d'y arriver. D'autant plus que les gradients magnétiques, même si on arrive à les allumer très très vite, ben, ils vont chauffer au point où ça va fondre, et donc on va avoir une autre problématique. Donc là, on est dans une limite technologique un petit peu, où il va falloir optimiser la façon dont on amène nos particules, parce qu'on ne peut pas passer 25 intersections d'affilée qui sont rapprochées sur 3 cm. Ça ne va pas être possible. Donc il y a vraiment un optimum à chercher. Est-ce que cette tumeur-là, qui a 5 intersections avant, on peut y accéder, oui ou non? Et donc ça va être certainement du cas par cas, mais de toute façon on n'est pas encore rendu là, quoi qu'il arrive. Mais il y a une vraie réflexion à se poser de ce point de vue-là. Je pense qu'au lab en ce moment, ils en sont à peut-être 5 intersections qu'ils ont réussi à passer d'affilée. Ce sont des travaux qui sont encore en cours. Donc, toujours sur voilà. les animaux? Ça dépend. Je pense que celle pour les 5 intersections, ils l'ont fait pour l'instant que in vitro. Donc pas encore sur les animaux, mais dans des modèles qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, Pas chez les humains. Non, quoi qu'il arrive, je ne vous présenterai rien sur les humains. Il faut comprendre que le temps entre ce qu'on pense et ce qui arrive sur le marché est énorme. C'est vraiment énorme. Donc on pourra peut-être parler de la technologie qui est la plus proche du marché que je vous présente à la fin. On pourra peut-être en reparler, mais à ce moment-là. Donc voilà, donc on arrive maintenant au fait que on veut réduire le nombre d'intersections qu'il y a, parce que c'est difficile de passer beaucoup d'intersections d'affilée. Et donc là, on va avoir le cathéter. Donc le cathéter, si vous ne savez pas ce que c'est un long tube de plastique que l'on peut mettre dans les vaisseaux sanguins. Alors souvent, on le voit juste pour de l'infusion ou juste pour une seringue ou ce genre de choses, mais ça sert aussi à aller jusque dans le cerveau, ça sert à aller dans le cœur, ça sert à aller dans plein d'endroits pour injecter des médicaments, pour faire des opérations. Donc les cathéters, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup. Et si on arrive à amener le cathéter au plus proche de la tumeur, peut-être qu'on va pouvoir réduire le nombre d'intersections à aller prendre. Donc on veut aller au plus proche de la tumeur avec le cathéter, et une fois qu'on est rendu là, on veut envoyer les particules. Okay ? Donc on en est à l'étape, est-ce qu'on peut guider un cathéter? Puis ça, c'était mon projet, c'est moi qui l'ai fait de 2009 à 2012. Et la problématique d'un cathéter est la même que la problématique d'un fil de pantalon de coton ouaté. Si vous l'avez, je suis sûre que vous l'avez tous déjà fait, d'essayer de remettre ce fameux fil à l'intérieur, c'est l'enfer, on est d'accord? Comment? Avec une belle aiguille, une belle épingle, ça va bien. Ouais, une belle épingle dans les vaisseaux sanguins, par exemple. Plus dur. Mais ça, donc, vous voyez ce sentiment où on pousse et puis ça avance pas. C'est le même problème avec le cathéter. Donc le médecin, lui, souvent c'est la fémorale, nous qu'on utilise, il va mettre son cathéter ici, puis il pousse, mais il est rendu là, le cathéter, avec 5 intersections. Pour arriver à le guider, ça devient vraiment compliqué. Donc c'est ça qu'on veut faire finalement. On se dit que si on aide le cathéter à aller au plus proche, peut-être qu'il va pouvoir aller plus loin que ce que le médecin arrive à faire, lui, avec sa dextérité. Ils ont une très bonne dextérité, les médecins, ils arrivent quand même vraiment à faire des choses assez incroyables avec les cathéters, mais peut-être qu'on peut les aider, nous, à aller encore plus loin. Donc, c'est ça. Puis aussi, une autre problématique, c'est que le cathéter, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on pousse, puis on espère que ça va dans la bonne intersection. Mais des fois, on abîme les vaisseaux sanguins, des fois, on passe au travers. Des fois, on a beaucoup de frictions qui s'accumulent et on n'arrive pas à avancer. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer une tête chercheuse pour le cathéter. Donc, on va venir mettre un petit aimant au bout du cathéter. Et puisqu'on a des gradients magnétiques, on va pouvoir guider notre gradient magnétique pour s'en servir comme une tête chercheuse. Alors, la tête chercheuse, au début, on imaginait... Parce qu'on se souvient, la force magnétique, c'est lié au volume. Donc, on veut maximiser le volume, on va avoir le plus de volume possible. Et donc, si on a un tube, comme le cathéter, on se dit, on va continuer en forme de tube, comme ça on peut mettre beaucoup de volume. Le problème, c'est qu'avec le gradient magnétique, ça ne va pas tilter, ça ne va pas faire pencher quand on va attirer par ça, ça va juste décaler. Okay, ça va attirer vers là, mais ça ne va pas faire tourner vers là. Pour faire tourner vers là, il faudrait que tout le tunnel de l'IRM se tourne, ce qui n'arrive pas. Donc, avec le gradient magnétique, on attire par là, mais on ne tourne pas. Et si on attire juste en décalant, on va abîmer les vaisseaux sanguins. Donc, on ne peut pas utiliser de choses comme ça qui sont longues. On va devoir utiliser plutôt quelque chose comme une bille. Et cette bille-là, est-ce que je l'ai mis après? Ouais. Cette bille-là a exactement la même problématique, qui est
l'anisotropie magnétocristalline. Je vous explique. Une bille, on imagine qu'elle va pouvoir s'aimanter dans toutes les directions de l'espace. Okay? Isotrope, ça veut dire a les mêmes propriétés dans tout l'espace. Si on regarde une bille, on voit qu'il y a toute la même direction dans toutes les directions de l'espace, donc elle a une forme isotrope, avec les mêmes propriétés dans tout l'espace. Mais il y a une anisotropie, par contre, de ses propriétés magnétiques. C'est-à-dire qu'elle va avoir une préférence pour s'aimanter dans un seul des sens. Donc même si elle est ronde, elle préfère quand même un endroit en particulier. Et donc ça, on a la même problématique, c'est-à-dire que la bille, elle va se décaler plutôt que tourner. Donc c'est aussi une problématique. Donc on a testé plusieurs versions. Donc on s'est dit, ok, dans ce cas-là, on va mettre la bille dans un socle, où elle va pouvoir tourner librement à l'intérieur. Comme ça, quand elle est attirée, pas de problème, nous, on va pouvoir la suivre et on ne va pas être bloqué par cette translation-là. Donc c'est ça qu'on a fait. Puis on s'est dit aussi, si on met plus de billes, ça fait plus de force. Donc on va peut-être utiliser ça avec plusieurs billes. On est allé jusqu'à 3 billes aussi. Et donc on a testé toutes ces choses-là in vitro. Donc là, vous avez le cathéter avec 2 billes. Et ici, vous avez le même cathéter, mais avec 2 billes. On le voit moins bien, mais il y a aussi 2 billes. Et là, ce qu'on a fait varier, c'est l'espacement entre chacune des billes. Donc ça, c'est un espacement qui est assez élevé. Et ici, c'est un espacement qui est assez rapproché. Normalement, c'est censé jouer automatiquement, mais... Donc là, vous le voyez bouger. Donc les photos que vous voyez ici, en fait, c'est une composition de photos où en fait, on accumule toutes les photos qui sont passées dans ce temps-là. C'est tous les temps. Temps 1, temps 2, temps 3, etc. etc. Et donc, quand les billes sont rapprochées, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un espace ici, toute une gamme qui est inaccessible. C'est-à-dire que ça va passer d'un coup de l'autre côté. Parce qu'il y a une interaction dipôle-dipôle dans laquelle on ne rentrera pas. Mais les billes vont finalement avoir leur champ magnétique qui interagissent entre eux. Et s'ils interagissent entre eux, ça crée un autre comportement, parce que les billes sont trop proches. Donc quand les billes sont trop proches, finalement on a un comportement où on ne peut plus contrôler les positions qu'on veut, toutes les positions de l'espace. Puis nous, on veut une tête chercheuse, on veut contrôler toutes les positions de l'espace. Donc on a dû abandonner l'idée d'avoir 2 billes proches, parce que ça avait ce comportement-là. Mais si on a 2 billes éloignées, on se retrouve dans la problématique où ça va se comporter exactement comme lui. Donc finalement, ce n'est pas une bonne idée. Donc on est retourné à l'idée d'une seule bille seulement pour la suite de nos tests. Et donc ça, c'est l'évolution un petit peu de tous les prototypes que j'avais fait. Donc j'avais commencé avec du simple fil de fer dans un tube. Donc juste vraiment pour savoir si ça fonctionnait. On est passé avec 2 billes enfermées dans des boîtes, puis 2 billes plus enfermées, puis finalement on a fini avec juste une bille à l'extrémité d'un fil guide. Et la façon dont on a géré la chose, c'est qu'on s'est dit, ok, on est à une étape, on veut juste savoir si ça fonctionne. S'il faut créer une boîte dans laquelle mettre la bille, il n'y a pas de problème, si le projet fonctionne, on va avoir des financements pour faire juste ça. Mais là, on veut juste savoir si ça fonctionne. Donc, je vais coller la bille au bout de mon fil guide. Donc, fil guide ou cathéter, c'est à peu près la même chose. Je vais coller la bille au bout de mon fil guide pour juste pouvoir faire mes tests. Le problème, c'est qu'avec cette anisotropie magnétocristalline, qui veut juste dire qu'il y a une préférence de direction dans la bille, c'est que si je colle n'importe comment mon fil sur ma bille, le fil il fait 0,1 mm d'épaisseur et la bille 0,9 mm d'épaisseur. À coller, c'est pas facile. Et donc si je colle cette affaire-là, n'importe comment, je vais dans l'IRM, puis finalement l'anisotropie magnétocristalline fait que la bille elle va vouloir s'orienter comme ça. Du coup, je vais avoir, en partant, mon cathéter qui est tout courbé, juste en étant dans l'IRM, parce que la bille préfère être dans un autre sens. Puis je reviens avec un autre cathéter, si je n'ai pas fait attention, ça se trouve elle va être courbée dans l'autre sens. Puis peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Donc il faut que j'arrive à trouver un moyen de contrôler exactement comment est-ce que mon cathéter va être orienté une fois que j'arrive dans l'IRM. Donc ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que je m'étais dit, ok, il faut que je sache quand je suis en train de coller, quelle est la direction de mon anisotropie magnétocristalline, quelle est la direction de préférence d'aimantation de ma bille. Donc, si je la mets sur un aimant, a priori, je vais avoir la bonne information parce qu'elle va s'aligner avec le champ de l'aimant. Le problème, c'est qu'en la mettant sur l'aimant, il y a trop de friction de contact entre la bille et l'aimant.
et elle est tellement petite qu'elle ne va pas avoir la force de se réaligner contre la friction. Donc il faut qu'elle tombe sur l'aimant sans avoir de friction qui l'empêche de tourner. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une pipette avec du glycol à l'intérieur, glycol qui a à peu près la consistance d'un miel liquide, et j'ai fait tomber ma bille là-dedans en la mettant au-dessus d'un aimant. Et comme ça ralentit énormément sa chute, la bille a le temps de s'orienter avec le champ magnétique de l'aimant. Ça tombe sur l'aimant, et là je sais que c'est pile dans la bonne direction qui m'intéresse. Je peux amener mon fil et coller les deux ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a pu contrôler comment est-ce que la bille allait se comporter une fois qu'on la mettait dans l'IRM. Donc ça, c'est nos premiers tests. J'avais pris cette image qui est de la vasculature d'un lapin et je l'avais reproduite avec une machine qu'on a au laboratoire. Ça se relance pas. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la bille que je fais bouger à l'intérieur de mon système. Et donc le gros trou noir, c'est l'artefact dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça fonctionnait bien. J'arrivais à guider ma bille dans toutes les intersections. Donc on était prêt pour faire des in vivo, donc d'aller sur l'animal. Évidemment, je vous passe tous les tests qui ont échoué, je vous passe tous les tests qu'on a fait avant, où on a vraiment quantifié à quel point ça marchait, où on a quantifié dans quel type d'intersection on pouvait rentrer et tout ça. Sur quelle période, cette expérience particulière? Tout le cathéter, ça a duré 2 ans et demi. Et on était à 4 ingénieurs dessus. Donc moi, je m'occupais de toutes ces parties-là expérimentales. On avait un informaticien pour coder l'IRM et les bobines de gradient. On avait un autre informaticien pour toute la partie imagerie que je vais vous montrer après. Et un autre physicien qui était là pour tout le reste, qui est en fait l'associé de recherche du laboratoire et qui nous aidait tout le monde à essayer de faire ce qu'on devait faire, tout simplement. Donc, autre chose, cette fois-ci, on a eu le temps de changer. Tout à l'heure, les bobines de pierre, donc c'était juste deux bobines qui nous permettaient d'avoir un gradient dans une seule direction. Nous, on a eu la chance d'avoir les bobines tridimensionnelles. Donc ça veut dire qu'on met quasiment un IRM dans un IRM et on est capable de guider vraiment dans toutes les directions de l'espace n'importe quoi, tout ce qui est magnétique. Là, on est capable d'avoir des gradients dans toutes les directions de l'espace, 10 fois plus puissants que l'IRM. Donc, on va faire nos tests sur des lapins. On veut vérifier que ça fonctionne sur des lapins. Donc, je vous l'ai dit, ça va nous prendre une image en dessous qui va être fixe, et après, on va venir superposer la position de la bille. Okay? Mais cette image fixe, il faut la prendre avant. Donc, l'IRM n'est pas la technologie la plus parfaite pour imager les vaisseaux sanguins, mais on a quand même une possibilité qui est d'injecter un liquide qui va permettre de faire allumer les vaisseaux sanguins. Et donc ça, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire que Benjamin, donc l'ingénieur qui travaillait là-dessus, a injecté, c'est pas lui qui a injecté, mais le médecin a injecté dans l'oreille du lapin, puis ça a descendu dans toute la vasculature, et on a pu avoir l'image des vaisseaux sanguins. Et donc, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est notre IRM. Et ici, on projette la reconstruction. Donc ça, c'est l'image que je vous ai montrée juste avant, dans 2 plans différents. Donc comme ça, le médecin va pouvoir voir où est-ce qu'il est en ce moment. Donc on a superposé la position de la bille sur la reconstruction. Ici, c'est des informations liées au gradient. Ici, on a des petits contrôleurs pour dire ok, dans quelle direction est-ce qu'on veut les gradients, ce genre de choses. Et à l'intérieur, là, en ce moment, on a le lapin qui est endormi. Ici, on a de quoi lui amener, parce qu'un lapin endormi, ça se refroidit très vite, donc on lui met une couverture chauffante pour qu'il ne se refroidisse pas trop. Donc on a un tapis chauffant qui va à l'intérieur, et puis ça, c'est sa bonbonne d'oxygène parce qu'il est intubé à ce moment-là. Donc voilà pour le setup, et puis donc là, on a le chirurgien qui est en train de pousser le cathéter dans les vaisseaux sanguins pour faire les essais. Et vous avez Manuel, ici, l'informaticien qui s'occupe des gradients, qui vérifie que tout fonctionne. Et donc moi, là, je suis dans la salle, puis je prends des notes avec mes paperclips qui s'envolent dans le... Je plaisante, c'était avant. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ça se lance ou est-ce que ça se lance pas? Ça se lance pas. OK. OK. Allez. Donc, pour savoir si quelque chose fonctionne, on teste d'abord comment est-ce que ça fonctionne quand on n'allume pas les gradients. Donc on regarde,
Il y a pas beaucoup de, on ne voit pas bien ici avec l'éclairage, mais donc on a notre bille qui est ici. On la voit ici sur l'image IRM. Puis on essaye de la faire passer ici sans gradient magnétique. Puis là, ben, on a essayé 4 fois, puis on n'a pas réussi. Puis maintenant, on essaye, mais avec le gradient magnétique. Et puis là, oh, ça y va. Première fois. Deuxième fois, ça y va aussi. Troisième fois, ça y va aussi. Maintenant, on essaye la rénale droite. Non, c'est toujours ça, excusez-moi. Et donc là, on a réussi 4 fois sur 4 avec le guidage magnétique et jamais avec le guidage manuel où on n'avait pas le gradient magnétique. Puis maintenant, on essaye la rénale gauche. Même chose, on commence d'abord sans gradient magnétique. Ça marche jamais, ça va un peu vite. Et après, maintenant, on essaye avec le gradient magnétique. Il y a une fois où c'est pas rentré. Quand ça change d'image, c'est qu'on a changé de lapin. Et là, c'est rentré 4 fois sur 5. Après, on a continué avec 2 autres intersections. Et on a des résultats un petit peu moins bons dans les 2 autres intersections. On a eu des problèmes de détachement de billes. Donc les billes se sont détachées du fil guide. Et donc forcément, on ne peut plus rien faire une fois que les billes sont détachées. Mais déjà sur les rénales, on a une belle amélioration à ce niveau-là. Donc a priori, le taux de réussite est vraiment meilleur qu'un guidage manuel. Je ne dis pas que ce serait meilleur dans toutes les situations. Il y a certainement des situations où la technologie traditionnelle est bien meilleure parce qu'ils ont développé des crochets spéciaux pour aller à certains endroits. Nous, on propose un truc qui fonctionne, qui n'est pas spécifique à aucune intersection. Et donc, parfois, il y a des intersections qui sont certainement plus complexes et qui nécessitent une technologie en particulier. Donc, je ne dis pas que c'est mieux tout le temps. Je dis que dans ce qu'on a effectué, a priori, on a quelque chose d'assez positif. L'avenir de ce projet, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que vous avez vu, on a été obligé de mettre un IRM dans un IRM. Donc, tant que les fabricants d'IRM, aujourd'hui, s'ils voulaient, ils pourraient faire en sorte de fabriquer des bobines de gradient qui sont suffisamment fortes pour que ce projet existe. Mais ça coûte énormément plus cher de construire ce type de bobine de gradient. Donc, il faut qu'il y ait un incitatif vraiment fort pour que les fabricants d'IRM le fassent. Donc, aujourd'hui, le projet, on sait qu'il fonctionne. Et peut-être qu'un jour, il ira sur le marché, mais il ira sur le marché qu'une fois que les IRM auront changé leur technologie. Donc, on sait où on en est à ce niveau-là, mais pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on est dans une limite technologique. Maintenant, dernier projet, est-ce qu'on peut aller directement au centre de la tumeur? Donc nous, technologiquement, on sait qu'on arrive à passer une intersection in vivo. On se doute qu'on peut aller au moins jusqu'à 5, mais on n'a pas encore la preuve in vivo. On sait qu'on peut guider notre cathéter. Maintenant, une fois qu'on est au pied de la tumeur, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur de la tumeur? C'est ça la question. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait aller à l'intérieur de la tumeur? C'est parce qu'à l'intérieur de la tumeur, c'est là où toutes les cellules prolifèrent. C'est vraiment la zone à abattre pour une tumeur. Et puis, on s'entend qu'ici, on parle que des cancers localisés. Parce que la seconde où vous avez des métastases ailleurs, ça ne marche plus. Là, on parle juste d'un cancer qui est encore localisé. Donc, toutes les technologies que je vous présente là n'ont de sens que pour ce type de cancer-là. Comme je le disais tout à l'heure à la pause, chaque cancer, c'est un peu une fiche d'identité différente. Et c'est difficile de dire on a la solution pour le cancer, n'importe qui, parce que chaque cancer est tellement différent que c'est difficile de dire qu'on a une méthode universelle. Donc nous, on a des pistes, mais on n'a rien testé sur les humains encore, donc c'est vraiment juste des pistes. Et on va voir dans les années qui viennent si ça fonctionne ou non. Donc, on va aller au centre de la tumeur, là où les cellules prolifèrent. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Et l'idée venait de mon directeur de recherche, Sylvain Martel, qui s'est dit, OK, technologiquement, il n'y a personne qui est capable de fabriquer quelque chose d'aussi petit tout en transportant des médicaments. Technologiquement, personne n'en est capable au monde. Alors, peut-être que finalement, on pourrait regarder du côté du monde du vivant. Les bactéries, finalement, elles ont des flagelles ici, qui leur permettent d'avancer en permanence. Et puis, on sait que chimiquement, on arriverait à leur accrocher des médicaments sur leur surface. Donc pourquoi ne pas utiliser des bactéries finalement comme moteurs? Elles savent faire des moteurs aussi petits que ça, nous on ne sait pas. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser des bactéries. Le problème c'est comment est-ce qu'on contrôle sa direction parce que c'est elle qui décide où est-ce qu'elle va. Donc là il y a une bactérie qui est tellement parfaite qu'on se demande si elle est vraie, mais elle est vraie, elle existe bien. Ça s'appelle la Magnetococcus marinus, la MC1 de son petit nom. Et elle vit naturellement dans l'océan. Elle fait un diamètre de 1 micromètre, donc elle est vraiment, vraiment toute petite. 1 micromètre, c'est
100 fois plus petit qu'un cheveu, que le diamètre d'un cheveu. Donc c'est vraiment tout petit. Elle, ce qu'elle aime, c'est les zones dites hypoxiques, c'est-à-dire les zones où il y a très peu d'oxygène. Donc dans l'océan, les zones quand on est proche de la surface, il y a beaucoup d'oxygène, et quand on descend dans les profondeurs, il y a quasiment plus d'oxygène. Et donc elles vont se trouver dans une zone où il y a peu d'oxygène, puisque c'est là qu'elles aiment être. Et elles gèrent leur direction grâce au champ magnétique terrestre. Oh, il y a le mot magnétisme. Oh, que ça va être pratique. Donc elle se guide avec le champ magnétique terrestre, qu'on va exploiter bientôt, et elle se déplace grâce à 2 flagelles. Donc elles ont sans arrêt 2 flagelles qui tournent, qui les font avancer, et le champ magnétique leur donne la direction. Et elles vont à une vitesse qui est vraiment exceptionnelle, 200 fois leur taille. Donc imaginez-vous si vous alliez à 200 fois votre taille, c'est quand même monstrueux. Donc, si on regarde l'intérieur de la bactérie, donc là c'est la bactérie qui a été coupée en 2, puis on regarde à l'intérieur, elle a cette petite chaîne qu'on appelle une chaîne de magnétosomes. C'est de la magnétite, donc c'est vraiment un élément magnétique qui est aligné comme ça et qui est la boussole de la bactérie, littéralement. C'est-à-dire qu'elle flappe pour avancer, et puis la boussole va juste se diriger le long des lignes de champ magnétique terrestre, tout simplement. Et donc, si on met un champ autre que le champ magnétique terrestre, par exemple un champ magnétique que nous, on a choisi, on va pouvoir la diriger nous-mêmes. Je vous ai dit, elle est trop belle pour être vraie, cette bactérie. Et donc, il ne reste plus qu'à lui attacher les médicaments. Les médicaments, on les attache, ça s'appelle des liposomes. Donc ça, c'est la bactérie avant qu'on la touche. Et ça, c'est la bactérie après, donc, où on lui a attaché tous les petits globules que vous voyez là. Ce sont des sacs remplis d'oxorubicine, donc de médicaments anti-cancer. Qu'on a attaché sur les bactéries, tout simplement. Enfin, simplement. Il y a des années entre les deux. Et ça avait fait le buzz à cette époque-là. C'était même avant que j'arrive, je pense. Et donc là, ce que vous voyez, là, tous les petits points noirs, c'est un amas de bactéries. Chaque point noir est une bactérie. Et tout ça, ce sont des bactéries. Puis là, c'est Mahmoud, le chercheur qui travaille là-dessus, qui a un aimant en dessous de sa boîte de pétri et qui est en train de contrôler toutes les bactéries, tout simplement. Et puis là, ils sont en train de fabriquer une pyramide. Donc là, il y a des petits blocs, je ne sais pas ce que c'est les petits blocs, mais il arrive à contrôler toutes les bactéries. Puis il va chercher des petits blocs. Là, il y a un petit bloc qui est pris, qui est là, et puis hop, il va le déposer. Alors ça ne sert à rien de fabriquer des pyramides, hein. C'est juste pour montrer qu'on est capable de bouger les bactéries. Donc là, il le fait simplement avec un aimant. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube si jamais. Donc l'idée, ça va être d'injecter des bactéries, mais pas une bactérie, parce qu'une bactérie qui a quelques liposomes, quelques sacs, ça ne va pas faire grand-chose. On en injecte 50 millions d'un coup. Donc là, c'est une vraie attaque de cheval de Troie, qui vont transporter les médicaments et qui vont être attirés vers la tumeur par le champ magnétique. Mais une fois aux portes de la tumeur, non, j'y viendrai après, finalement. Le champ magnétique qui est là, c'est pas le champ magnétique de l'IRM cette fois-ci. Ça, c'est le seul projet qui n'utilise pas l'IRM. Parce que l'IRM, on utilisait les gradients magnétiques, et là, on utilise le champ magnétique, donc c'est pas pareil. Mais bref, ils ont fabriqué leur bobine, parce que dès qu'il y a du champ magnétique, c'est des bobines encore une fois. Et donc, dans ces bobines-là, ils sont venus placer une souris. Cette fois-ci, ils l'ont fait sur des rongeurs. Ils ont créé des tumeurs sur des rongeurs. C'est jamais très joli, hein, la recherche médicale, hein, de toute façon. Ils ont créé des tumeurs et ils sont venus injecter la substance avec les bactéries à proximité de la tumeur. Et après, ils ont appliqué le champ magnétique pendant 30 minutes. Ça a attiré les bactéries au niveau de la tumeur. Et une fois au niveau de la tumeur, elles vont d'elles-mêmes aller dans le centre de la tumeur. Parce que je vous l'ai dit, elles aiment les zones hypoxiques, les zones avec peu d'oxygène. Et il se trouve que le centre des tumeurs, c'est des zones avec très peu d'oxygène. Donc là, une fois qu'elles sont aux portes de la tumeur, on n'a même plus besoin de champ magnétique. D'elles-mêmes, elles vont aller au centre. Et donc ça, ils ont publié un article dans Nature l'année dernière. Nature, c'est comme le Graal des gens qui sont en recherche. Et donc, ils ont vraiment réussi à amener les bactéries au centre de la tumeur et uniquement au centre de la tumeur. Donc ça, c'est vraiment la grosse avancée du lab. Et la question est de savoir est-ce qu'ils ont réussi à soigner cette tumeur-là? J'ai pas la réponse. Ils l'ont, eux. Ils sont en train d'écrire l'article. Est-ce qu'ils écrivent un article pour être positif ou pour être négatif?
Je ne le sais pas, parce qu'ils gardent bien ça sous embargo. Mais moi, j'ai l'impression que ça va fonctionner parce que si on amène les bactéries et qu'elles transportent le médicament, a priori, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, mais on ne sait jamais. Donc ça, c'est une publication à venir. J'imagine dans les 2 prochaines années, ça va apparaître, cet article-là, parce que c'est très long de publier dans Nature. C'est très très long. C'est toujours la grande problématique de la recherche, c'est qu'on est dans des durées qui ne sont pas réellement à l'échelle humaine. Les gens qui ont aujourd'hui un cancer ne seront pas soignés par cette technologie-là, c'est certain. C'est vraiment pour des générations plus tard. Donc oui, et sinon, une question qu'on pose souvent, c'est si on met, une fois que la bactérie est à l'intérieur de la tumeur, elle va mourir d'elle-même, parce que 37 degrés pour elle, c'est beaucoup trop chaud. Donc en 30 minutes, elle meurt, et puis elle relâche son médicament à ce moment-là. Et puis voilà. Donc maintenant, ce qu'ils font au laboratoire, c'est... Lance-toi. Donc ça, c'était lors de l'inauguration du nouveau laboratoire. Ah, il y a du son. Donc ils ont toute une machine qui est capable de transporter le patient. Donc vous avez vu juste avant, c'était l'IRM du laboratoire. Puis là, ils ont la machine pour les bactéries version humaine, parce qu'on l'avait pour la version rongeur. Ils ont aussi un système d'hyperthermie dont je ne vous ai pas parlé, parce que je connais beaucoup moins les projets. Et donc voilà, donc c'est vraiment tout un laboratoire qui est créé. Il y a beaucoup de financements qui arrivent pour développer cette technologie-là. Donc moi j'ai bon espoir qu'on arrive à soigner certains types de cancers avec cette technologie-là en tout cas. Mais cette technologie, je m'excuse. Est-ce que ces appareils-là ont été faits ici ou dans d'autres pays? Je pense que c'est beaucoup avec les États-Unis, Canada et États-Unis. Okay. Je pense. Parce que c'est vraiment fait maison, hein, ces affaires-là. Ça existe... Non, ça, on ne va pas aller là. Ça existe nulle part. Ça existe que dans ce laboratoire-là. Puis c'est le laboratoire... Nous, toutes les bobines dont je vous ai parlé avant, soit on les a fabriquées nous-mêmes, soit on a envoyé des plans à une compagnie qui sont spécialisées en fabrication de bobines, où on leur a dit, OK, on veut ça, on veut tel gradient, on veut telle résolution, on veut telle chose. Et ça, c'est au moment où moi j'y étais, on travaillait uniquement avec les États-Unis. Donc... Où il est le laboratoire? Celui-là, à Polytechnique Montréal. Donc c'est un projet uniquement polytechnique ou ça regroupe plusieurs universités? Alors maintenant, c'est devenu très compliqué parce que dès qu'il y a de l'argent, c'est compliqué. Mais il y a des hôpitaux qui sont avec beaucoup d'hôpitaux. Il y a des pharmaceutiques qui rentrent en jeu aussi. Niveau université, j'ai l'impression qu'il n'y a que Poly. Mais il y a des hôpitaux, il y a le CHUM, il y a... Est-ce que l'université de Sherbrooke est impliquée? Parce qu'on a eu ici le docteur Fortin, David Fortin, je connais pas, qui opère les gliomes. C'est des tumeurs qui sont réputées inopérables ou incurables. Et lui aussi travaillait avec des ingénieurs pour amener, en nanotechnologie, pour amener un médicament dans la tumeur. Je me demandais si... Alors la question c'est, est-ce qu'on travaille aussi avec l'université de Sherbrooke? Parce qu'il y en a qui travaillent sur des problèmes au niveau du cerveau. Je pense pas qu'ils travaillent avec l'université de Sherbrooke en ce moment. Mais il faut dire que c'est ça, là c'est le cerveau. Nous on parle plus du foie ou de la prostate. Et forcément, dès qu'on change d'endroit, c'est d'autres choses. Puis les financements sont donnés à une institution. Et une institution qui fait la demande. Donc pour créer des collaborations, il faut qu'il y ait une nouvelle demande de financement qui relie les deux institutions. Donc après, c'est... Les financements, ils viennent d'où? C'est-tu l'argent qu'on donne pour la Société du cancer? Ou, Alors, les financements viennent beaucoup du gouvernement. Okay. Exactement ceux qui sont en cours, je ne sais pas. Je sais qu'on en a eu beaucoup du gouvernement. J'imagine que ça doit être lié avec la Société du cancer aussi. J'avoue que je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop dans cette... En tant qu'étudiant, on veut éviter d'aller dans ce domaine-là parce que faire des demandes de financement, il y a des gens qui aiment ça, mais pas tout le monde. Donc j'avoue que je ne suis pas très connaisseuse de ça, mais je sais que c'est le nerf de la guerre, hein, comme toujours, de toute façon. Donc j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis évidemment, je remercie tous les gens qui m'ont aidé à faire cette présentation, puis aussi tous mes collaborateurs. Ça c'est... juste après une des expériences in vivo qu'on avait faites, nous, avec les lapins, avec le cathéter. Donc, ça impliquait toutes ces personnes-là. Donc, on est vraiment nombreux lors d'une expérience in vivo. Mais c'est des expériences
vraiment spécial de vivre ça et que personnellement j'ai beaucoup apprécié et j'espère que la présentation vous aura plu. Oui? Oui, c'est ça, vous avez parlé de la fameuse bactérie qui serait à peu près oui. parfaite. Mais comment on trouve ça, une bactérie comme ça, dans le fin fond des océans? Comment c'est découvert? Alors, comment est-ce qu'on découvre la bactérie? Ben, pour savoir que ça pourrait faire l'affaire, pour la connaître un peu. Alors, notre directeur de recherche, il raconte toujours cette histoire. Il dit « Oh, c'était après un 5 à 7. Puis je me disais, ce serait bien qu'on ait un être vivant à la place. Puis je suis allée sur mon ordinateur et j'ai tapé bactéries magnétiques. » Tout simplement. Donc, c'est l'histoire qu'il raconte. Est-ce qu'il y a de la légende là-dedans? Je ne sais pas, mais c'est l'histoire qu'il raconte. C'est pas aberrant en même temps de taper sur Google bactéries magnétiques et de... Non, mais il y a quelqu'un en arrière de ça, là, qui a découvert la bactérie. Oui, bien sûr, mais il y a quelqu'un en arrière de ça, c'est-à-dire qu'il y a forcément toute la recherche fondamentale. Là, on est dans la recherche appliquée, mais il y a énormément de recherche fondamentale qui permet ça. Parce qu'il a bien fallu découvrir cette bactérie, il a bien fallu créer l'IRM. L'IRM, c'est plusieurs prix Nobel. C'est des années de développement et donc c'est évidemment là on parle de Sylvain Martel là, comme si c'était le Graal, mais il n'est pas tout seul dans tout ça. Il y a vraiment énormément de gens qui travaillent là-dedans. Est-ce qu'on fait la séance de questions maintenant ou est-ce que tu veux clore? S'il n'y a pas d'autres questions. J'en aurais une. Oui. Cette bactérie-là, est-ce qu'on sait après qu'elle a donné son médicament, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que là, elle devient nuisible. Non, elle ne devient pas nuisible. Donc on se demande qu'est-ce qu'elle devient la bactérie. Elle n'est pas nuisible parce qu'elle meurt. Elle meurt à cause du fait que le corps humain est trop chaud pour elle. Et donc elle va être évacuée comme le reste des cellules mortes qu'on évacue en permanence. Tout simplement. Elle cuit, oui. Oui? Il faut savoir comment on fait pour trouver vos capsules sur le web. Ok, alors ça, en mail, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire la promotion de quoi que ce soit. Alors, je peux peut-être vous le dire après, mais je crois que je n'ai pas le droit de spécifier où on trouve mes capsules web. Il n'y a rien à vendre. Non, il n'y a rien à vendre. Non, allez. Ça s'appelle Syllabus, et j'ai des cartes de visite là si vous voulez, je pense que j'en ai. C'est SCILABUS. SCILABUS. Il y a toute une capsule que j'ai faite sur les bactéries justement avec Mahmoud, le chercheur principal. Donc vous pouvez voir ça. Donc c'est sur YouTube. Vous allez sur youtube.com puis vous tapez Syllabus et vous allez tomber sur toutes mes capsules. Il y en a une 60aine, quelque chose comme ça. Donc sur YouTube et ça s'appelle Syllabus. SCILABUS. SCI comme science. SCILABUS. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? La bactérie, un coup injecté pour aller chercher le cœur de la cellule cancéreuse, vous dites qu'elle meurt, mais les recherches n'ont pas été à ce point précises pour dire que la cellule cancéreuse a été dissoute ou il n'en existe plus. On ne le sait pas encore. C'est ça. Donc on se demande est-ce qu'on sait ce que sont devenues les cellules cancéreuses. Les chercheurs en ce moment, ils savent. Moi non. Okay. Mais je pense qu'on aura la réponse bientôt. Mais quand, ça je ne sais pas. Donc j'ai pas la réponse. Même à moi, c'est des amis. Tous les gens qui travaillent là-dedans, c'est des amis et ils ne vont pas me répondre. Et le résiduel de ces cellules-là va s'évacuer de façon... Je pense que ça s'évacue exactement comme... Je pense, là, je suis en pleine hypothèse. Je pense que ça s'évacue exactement comme des cellules mortes, comme on a en permanence de toute façon. Donc, dépendamment de l'endroit où se situe la cellule cancéreuse. Je ne saurais pas dire exactement si ça... Du foie. Bah, eux, ils ont créé une tumeur pour la souris. Je ne pense pas qu'elle était dans le foie en particulier. Je pense qu'ils ont juste créé une tumeur à un endroit n'importe où. Et après, comment est-ce qu'elle s'évacue? J'avoue qu'on dépasse mes connaissances. Là. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pensez que ce traitement serait utile dans le cas d'un cancer qui serait répandu, qui serait métastasé? Ok, la question, est-ce que... Bon, finalement, je n'ai pas besoin de répéter. Vous avez entendu la question. Donc, non, pour un cancer généralisé, ça ils le disent vraiment, c'est une des limites de la technologie, c'est qu'on ne peut aller soigner que des cancers qui sont localisés. Même avec cette bactérie-là? Même avec cette bactérie-là, parce que s'il y a des métastases partout, il faut quand même qu'on l'amène avec le champ magnétique quelque part.
Donc on ne peut pas l'amener partout en même temps. Donc peut-être qu'on peut imaginer, mais là on est vraiment à une étape beaucoup plus loin de se dire une injection là, une injection là, une injection là. Mais là on est à l'étape de est-ce que ça marche sur les rongeurs. Donc on va se laisser une chance. Ouais, ça a les doses aussi à gérer, hein, effectivement. Sûrement, Mme Lalande, que cette conférence sur les aimants et les champs magnétiques va vous attirer beaucoup de commentaires positifs. Bien joué. On vous remercie énormément de votre présence, d'avoir pris le temps de venir nous entretenir cet après-midi. Merci beaucoup.